Bonjour et bienvenue à Qu'en pensez-vous, votre émission d'actualité où on fait un peu le tour de l'actualité régionale, nationale et internationale, où on va l'analyser, la critiquer, essayer de la comprendre ensemble. Cette semaine avec moi comme panéliste, quelqu'un de qualité, l'extraordinaire Raphaël Guibadoui. Bonjour Raphaël. Bonjour Pierre. Ça va bien? Très très bien. Oui, content de te voir. Bon, c'est la rentrée, on recommence. On recommence et on va plonger dans l'actualité de maintenant et on fait un petit accro à notre procédure habituelle. Aujourd'hui, on va commencer par l'actualité internationale parce que Raphaël est un expert en géopolitique mondiale et il va nous démystifier, nous éclairer de sa grande sagesse sur certains sujets, des fois un peu complexes. La grande sagesse. Oui. On va commencer par Boko Haram. Bon, Boko Haram, on a entendu, c'est un groupe radical qui est au Nigeria, qui ont enlevé des femmes. On dit que c'est assez atroce ce qu'ils font. Bon, j'aimerais que tu m'expliques d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils revendiquent, qu'est-ce qui se passe au Nigeria avec ça? Pourquoi on ne prend pas des mesures, en fait, parce qu'ils contrôlent une grande partie du territoire là-bas? Bien, effectivement, pour Boko Haram, tout ce qu'on entend, c'est l'atrocité. Puis on fait toujours le parallèle avec l'État islamique. Mais au départ, c'est un groupe salafiste qui était contre l'éducation à l'occidentale. OK. À la base, ça a été créé en 2002 avec un chef spirituel qui s'appelle Youssouf. J'ai pris moi-même Youssouf, qui a été assassiné dans des circonstances un peu nébuleuses par la police d'ailleurs. Parce que quand il commençait, c'était comme le délinquant, l'islamiste, le prêcheur qui était contre l'éducation occidentale. Dans un pays où, il faut le rappeler très bien, c'est la corruption. Oui. Le Nigeria, c'est un grand pays de presque 200 millions d'habitants. Et le territoire, c'est presque 1 million de kilomètres carrés. Alors, ce pays-là, riche, il y a des inégalités dans le pays. Alors, ceux qui sont au nord, beaucoup, c'est des familles pauvres, c'est des villages pauvres. Puis lui, il est là comme le prêcheur qui était contre l'éducation à l'occidentale, qui est la base de la corruption. Alors, ça a facilité le recrutement au niveau de la classe pauvre, des gens qui sont pauvres. C'est comme si, OK, la corruption, c'est la cause des Occidentaux qui nous ont enseigné l'école occidentale. Donc, ils prenaient l'école coranique. OK. C'est parti tranquillement, puis ça a été mal géré. Bien ou mal géré, mais c'est aussi en réaction assez dynamique là au Nigeria où il y a beaucoup de population, beaucoup de chicanes, beaucoup de délinquance. Alors, c'est dans ce mélange-là que le mouvement a pris son envol jusqu'aux années 2004, 2006, 2008. Puis il y a eu des révoltes. Puis le monsieur a été arrêté plusieurs fois, OK. mais relâché par la police. Mais en 2008, écoute, quand on l'a arrêté, parce qu'il a été impliqué dans des mouvements, puis la police, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tué une balle dans la tête. OK. Oh, Là, ça l'a permis au mouvement. là, ça a permis au mouvement de se réorganiser. Parce que ses successeurs ont comme lancé la charia, la guerre contre le gouvernement. Puis, comment le Nigeria fait pour laisser ce mouvement-là se transformer en une nébuleuse? D'aucuns disent que c'est les pays du Golfe, on le sait très bien, qui financent de sourds-main ce mouvement, toujours pour imposer ou bien pour faire véhiculer la religion islamiste. Mais ce qu'on sait tous, les premières victimes, c'est toujours les musulmans également qui sont très malheureusement. Alors, ils ont un mode de recrutement assez féroce. Oui, puis on a vu, là, ils ont enlevé des jeunes C'est écolières. kidnapping. Ouais, C'est le kidnapping. Ils kidnappent, ils prennent des otages qui sont échangés contre de l'argent. Mais chose surprenante, c'est de voir, on est en 2015, avec les moyens que le Nigeria a, avec les moyens que la France a, les Occidentaux qui voulaient aider le Nigeria, jusqu'à présent, on n'arrive pas à enrayer ce problème. Pourquoi? Ouais, pourquoi l'Union africaine n'arrive pas là? Pourquoi on ne règle pas le problème? Ben, je ne vais pas simplifier le sujet, mais de façon simpliste, le Nigeria, c'est le pays le plus riche de l'Afrique. OK. C'est le plus riche que beaucoup ignorent. Alors, les Occidentaux qui veulent aider le Nigeria demandent au Nigeria, tu mets le cash sur la table pour former ton armée, parce qu'on ne va pas venir en aide à un pays qui a de l'argent, puis c'est nous qui allons tout payer. Alors, tu mets l'argent, on va te facturer.
le nombre de militaires qui va être formé. En fait, on veut que le Nigeria sorte de l'argent. Le Nigeria également se dit, ben là, écoutez, vous venez en aide au Mali, Sierra Leone, Somalie, vous n'exigez pas tout ce que vous me demandez. D'où on se dit, ben, agissez. Donc il y a comme tout le monde fait du surplace. Le Nigeria ne veut pas sortir de l'argent. C'est toujours une question d'argent, mais il y a des populations civiles qui payent le prix Et de les leur vie, associations civiles sont prises au piège dans cette chicane d'argent entre les Occidentaux, le Nigeria, l'implication des uns des autres. C'est ce que le Nigeria... Écoute, pour la petite histoire, la guerre au Libéria que tout le monde connaît, Oui. c'est qui a fait régner la peur? C'est le Nigeria. L'Afrique de l'Ouest, c'est la seule communauté économique au monde qui a une armée. Les casques blancs. Donc, c'est eux qui ont été envoyés au Libéria pour imposer la paix, disons, pour régler le conflit. Donc, c'est les pays africains eux-mêmes qui sont organisés. Puis, le plus gros contingent de l'armée de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria. OK. Donc, c'est eux qui sont impliqués, puis ils ont réglé la guerre au Libéria. Sierra Leone, c'est encore. Puis maintenant, ça se passe chez eux. Puis, Ils tergiversent. ben, ils tergiversent parce que la hiérarchie militaire veut quelque chose, mais les soldats qui sont sur le front également ne sont pas assez aguerris parce que l'ordre est donné en haut, mais quand ça descend jusqu'en bas, écoute, la corruption continue, Ouais. l'incompétence de certains chefs, donc il y a une question d'organisation. Le président actuel qui est au pouvoir, qui veut tout faire pour se faire réélire, dont ses intentions, fait d'abord les élections, puis régler le problème après. Oui, parce qu'en en fait, lui, il est soutenu par la majorité chrétienne, en plus. Il est soutenu par parce que lui aussi, ça faisait son affaire très bien, Ouais. parce qu'il est appuyé par les Occidentaux. Alors, si le clivage musulman-chrétien continue, les gens vont l'appuyer, lui, Ben oui. qui est comme le rassembleur. Donc, c'est une situation qui fait l'affaire de tout le monde. Mais les victimes restent toujours Les gens sur le terrain. la population, les gens pauvres. Donc, c'est ceux qui sont pauvres qui sont pris au piège, qui sont victimes d'un côté du Boko Haram, de l'autre côté du gouvernement. Parce que quand le gouvernement nigérien sort, quand l'armée sort, ils tirent sur tout ce qui bouge. Je pèse mes mots parce que Oui. c'est eux, il ne faut pas de la dentelle. Oui. C'est une armée qui est crainte par les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça, on le sait très bien. À cause de la population, ils ont déjà combattu ce genre de révolte. Ils sont aguerris pour ça. Quand ils arrivent, écoute, ils font le ménage partout. Ça devient des spécialistes. Ben écoute, Ouais. d'où également Boko Haram, on voit l'atrocité. Donc, c'est de part et d'autre, c'est le même comportement. Ouais. Mais on ne nous montre pas les images de ce que l'armée nigériane fait. Mais on sait très bien que si le gouvernement veut, ça va fonctionner. Les Nigérians sont assez protecteurs. Ils n'aiment pas dévoiler tout ce qui est sécurité. Écoute, ils sont très, très fiers par rapport à ça. Puis, dernièrement, ils ont laissé les Tchadiens rentrer sur le territoire, les Camerounais également. Bientôt, le Niger aussi qui va rentrer. Puis, on espère que ça va déboucher sur quelque chose. On le souhaite en tout cas parce que c'est... Mais c'est triste, c'est atroce. Tout ça, en fait, c'est surtout, comment je pourrais dire, l'immobilisme qui se passe à cause des questions d'argent ou de C'est les politique, mobilise hein. à cause de l'argent. Mm. Les mobilise à cause de l'argent, mais de l'autre côté, le Boko Haram est financé par qui? Par les États du Golfe. Oui, Arabie Saoudite. L'État du Golfe fait partie, puis il y a un autre élément que les gens ne voient pas. La Libye à côté. Oui. La Libye qui a été démantelée, ça a été fait par, entre guillemets, les Occidentaux. La France, la Grande-Bretagne, le Canada fait partie de cette Oui. coalition. Puis la coalition, en s'attaquant à la Libye de Kadhafi, qu'est-ce que ça a fait? Kadhafi avait un nombre inestimable d'armes et de munitions. Alors, toute cette arme-là de Kadhafi transite vers tous les pays en conflit dans la région. Alors, les pays africains disent le chaos créé en Libye a des répercussions dans toute la région. Parce qu'à cause de ça, on a réussi à armer... On a réussi à armer. Puis eux, ce qu'ils disent, c'est les Occidentaux qui ont fait la guerre en Libye, qui devaient revenir qui sont... pour régler le problème que ça a généré dans la sous-région.
Alors, à qui la faute? Mais c'est un des problèmes qu'on crée souvent, en fait. Là, les Occidentaux, on arrive, on veut régler des problèmes, mais souvent, on laisse beaucoup de problèmes en plan. Là. Écoute, mais toute On la l'a vu structure... en Irak, entre autres. Là. En Irak, c'est donc... Kadhafi est parti. Mais les conséquences du départ de Kadhafi, écoute, ça va prendre des dizaines d'années pour pouvoir réorganiser toute la région. Parce que l'armement de Kadhafi, c'est beaucoup d'armement. Kadhafi armait beaucoup de rebelles. Les Palestiniens, écoute, même dans le temps, les Sud-Africains qui se rebellaient, c'est Kadhafi qui les armait. Je peux même dire le Burkina Faso dans le temps de Blaise Compaoré, avant qu'eux ne fassent la révolution, ils avaient l'appui de Kadhafi. Et Libéria avait l'appui de Kadhafi. Donc Kadhafi avait un terrain. Un grand pouvoir. En fait, il avait un grand pouvoir. Donc, oui, il faisait la pluie et le beau temps, mais il y avait un semblant de paix qui était là. Et c'est lui qui avait comme la clé. Mais il est parti, l'armement est dispatché à gauche et à droite, c'est vendu. Tu te dis, mais comment Boko Haram a fait pour avoir des chars? Ouais. C'est un peu ce qui s'est passé en ex-URSS, en fait, quand il y a eu le démantèlement, puis Bon. les armes se sont retrouvées. Tu as trouvé le bon comparatif sur le plan militaire pour démontrer comment l'armement a été dispatché un peu partout, vendu pêle-mêle. Alors, c'est ça ce qui se passe au Nigeria. Mais l'espoir, c'est que les pays africains ont décidé de s'unir parce que c'est assez, je pense que il faut qu'ils agissent. On va le voir dans les 2 prochaines années. Merci de nous avoir expliqué ce nom, mais c'est parce que c'est relativement complexe, en fait, que ça nous prend quand même... C'est très complexe de voir que dans la région, c'est quoi la dynamique. Ouais. Ça se passe au Nigeria avec un petit groupe de rébellion qui a fini par s'armer. L'armement vient d'où? Ça vient de la Libye et d'un peu partout. Donc, tout ce qui se passe dans la région comme conflit, les gens qui étaient... écoute, tu vois, Centrafrique, ça va mal. Oh oui, ça fait longtemps en plus. Le Soudan, ça va mal. Alors, toutes ces régions-là, les armes circulent. C'est un grand marché. Les vendeurs d'armes ne vont jamais vouloir que ça se calme. Plus ça va mal, plus ils vont vendre des armes. Puis on fait partie des pays qui vendent plus d'armes également. C'est absurde. C'est absurde. Bon. Allez, passons de l'autre côté de la Méditerranée. Oui. Puis je t'amène en Grèce parce que, là, ça fait déjà quelques semaines de ça, mais l'extrême gauche, les élections en Grèce, l'extrême gauche qui gagne les élections. Et là, en tout cas, ils font une tournée à travers l'Europe pour essayer de faire... parce que là, ils ont un gros problème de dette. Ils veulent être contre le mouvement d'austérité qui est implanté là depuis plusieurs années. Moi, plusieurs questions. Est-ce qu'ils vont réussir à faire enlever leur dette ou reporter leur dette, selon toi, par les autres pays européens? Et est-ce qu'il y a une leçon à tirer? Parce qu'on sait que depuis, écoute, il y a un mouvement, l'austérité a été imposée par l'Europe à la Grèce. Et à un moment donné, les gens se sont juste tannés, là, puis ont fait, écoute, une révolte, en fait, d'élire un parti d'extrême gauche. En tout cas, j'aimerais avoir ton analyse. Ben, écoute, je crois que pour comprendre la problématique au niveau de l'Europe puis de la Grèce, il faut prendre l'Europe comme 2 mondes. OK. Tu as les pays du Nord, l'Allemagne en tête, plus riches, qui sont habitués à vivre avec peu de moyens et à gérer. Je ne veux pas insulter les pays du sud de l'Europe. Quand je dis les pays du sud de l'Europe, l'Italie, Portugal, l'Espagne, la Grèce, la France est entre les deux. Mais la France également fait partie de ces pays du sud où leur façon de fonctionner est différente des pays qui sont dans le nord. Puis les deux composent l'Europe. Alors dans le nord, c'est la gestion. Ils gèrent, ils vivent avec peu de moyens. Le climat fait que le mode de vie est beaucoup plus différent. Mais dans le sud, il fait beaucoup plus chaud. 9 mois de soleil. Et on sait tout ce que cela entraîne. Alors, ceux du nord voient ceux du sud comme des gens qui sont habitués à trop dépenser. OK. Maintenant, il arrive la crise. Ceux du Nord, étant habitués à toujours gérer serré, veulent que, écoutez, vous allez apprendre à gérer. Mais ceux du Sud disent, non, ce n'est pas dans notre culture. Ben, je dis culture, il ne faut pas que je dise ce n'est pas dans notre façon. Et il faut. D'où le blocage entre les 2 groupes. Maintenant qu'en Grèce, le parti Syriza a gagné,
c'est un signal pour dire à Mme Merkel, en Allemagne, qu'il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin. Ouais. Parce qu'eux, ils l'ont mis beaucoup, là. Ils ont subi les compressions Écoute, budgétaires un peu ils ont l'Europe. subi les compressions, mais c'est des gens qui ne sont pas habitués à vivre avec le peu ou bien le minimum. Oublions pas également que la Grèce avait un autre problème au niveau de la fiscalité. Ce n'est pas tout le monde qui paie l'impôt. Ils ont de façon détournée de ne pas payer l'impôt. Les taxes ne rentrent pas dans les caisses de l'État. OK. Donc, ça fait partie également des pays du Sud qui sont habitués à contourner le système. Mais l'Europe est au courant en disant, faites le ménage chez vous, il faut que tout le monde paye. Ne cherchez pas, si vous contournez le système, au lieu que l'argent rentre dans les caisses de l'État, l'argent va dans les poches des gens en particulier, au lieu de sauver l'économie. Il y a aussi ce petit problème que les gens évoquent. Puis, pour la Grèce, c'est une insulte de dire que, oh oui, ils gèrent mal, ils ont de la misère à faire entrer la fiscalité, les taxes et ainsi de suite. Mais on n'a pas le choix maintenant de tenir compte. Parce que si la France a besoin d'appui pour pouvoir discuter d'égal à égal avec l'Allemagne. Ouais. Alors, l'Espagne s'en vient, les élections bientôt. Alors, si un parti de gauche également, d'extrême gauche, gagne en Espagne, oh, ça va être un autre joueur. Déjà, la France est seule. Oui, ça va changer la dynamique, là. La dynamique va changer. L'Italie et la France, c'est de gros joueurs, mais face à l'Allemagne, il ne faut pas beaucoup de poids. Hein? Mais si le Portugal, l'Espagne, la Grèce, ça va changer. Mais ils ont en face de Mme Merkel, il ne faut pas aussi oublier qu'elle est d'origine d'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est, donc socialiste, donc, je ne dirais pas austérité, mais des gens qui ont l'habitude de vivre avec le minimum. Alors, une madame comme elle, qui a vécu toute son enfance, une éducation où, écoute, je ne dirais pas l'éducation au bâton, mais qui a travaillé dur pour arriver, elle est maintenant chancelière, elle gère un grand pays. Son histoire va l'accompagner toujours. Ça va teinter un peu sa vision. C'est ça qui fait que les gens trouvent qu'elle est inflexible. Mais c'est parce qu'elle ne sent pas cette nécessité de donner beaucoup plus que eux. Parce qu'elle considère que ce serait eux à faire déjà un travail de base. Écoute, faites d'abord un travail de base sur vous-même. Puis c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. On dit qu'elle est dure. Mais oui, mais c'est une madame qui a été élevée à l'Est, qui a étudié à l'Est, qui a fait ses diplômes à l'Est, avant que la réunification l'a remis en avant de la scène. Alors ce parcours-là va toujours la suivre, puis ça va teinter sa façon de voir. Donc pour elle, il n'y en a pas question. Tu n'as pas d'argent, tu ne dépenses pas ce que tu n'en as pas. Oui. Mais ceux-là disent injecter l'argent dans le système pour que les gens puissent dépenser. Puis elle dit non, vous n'avez pas cet argent. Pourquoi on va vous prêter encore quand vous avez des dettes? Bon, alors c'est ce jeu qui va être assez c'est délicat. Puis en même temps, les mouvements d'austérité, en fait, tu sais, quand tu regardes dans l'histoire, là, le plan Marshall, le New Deal, etc., c'est toujours comme ça qu'on s'est sorti de la crise, c'est en réinvestissant de l'argent massivement dans l'économie. Ben écoute, l'Occident l'a fait pour l'Allemagne de l'Ouest. Ben oui. Parce que l'Allemagne de l'Ouest, dans les années 60-62, ils avaient, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne avait des dettes. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On a épongé la dette de l'Allemagne en disant, si on veut que l'Allemagne de l'Ouest ne tombe pas dans le giron des pays de l'Est, il faut le sauver. Il faut que l'économie fonctionne. Il faut que l'économie fonctionne. Puis c'est pour ça que l'Amérique, l'Europe, ils sont venus en rescousse à l'Allemagne de l'Ouest. Puis ils ont sauvé. Ça aussi, les Grecs disent toujours aux Allemands, c'est nous qui vous avons... Parce que la Grèce avait prêté l'argent à l'Allemagne dans le passé. Okay. Donc, les Grecs mettent encore sur la table cette histoire. Ils disent, il y a eu un temps, dans les années 40, c'est nous, on vous avait prêté de l'argent. Puis vous ne nous l'avez jamais rendu. Vous ne l'avez jamais rendu. Mais maintenant, ça va tout de nous laisser, ou bien de nous prêter plus d'argent, ou bien de desserrer un peu
la ceinture. Mais dans toute cette histoire, c'est toujours l'économie allemande qui va toujours gagner parce que, écoute, l'euro est très fort. Hein? Ouais. Mais on n'a pas peur, en fait, si, mettons, ça ne fonctionne pas, là, si on n'est pas capable de s'entendre que, par exemple, la Grèce dise on quitte l'Union européenne, on quitte la zone euro. Impossible. Impossible. Ben parce que c'est tout le système européen qui va s'effondrer. Ben oui, c'est ça. Mais pourrais-tu utiliser ça comme menace? Mais ça a des limites. Parce que la population attend qu'eux également, ils ont fait des promesses avant d'être élus. La population attend des résultats. Mais si ça dure plus de 6 mois, 1 an, recommencer tout le système à zéro, la population va encore payer. Ça prend plusieurs années avant de se redresser. Est-ce que politiquement, ils sont prêts à se hasarder sur ce terrain, sortir de l'euro, recommencer à zéro, rebâtir une économie? La monnaie, leur monnaie, écoute, n'aura pas une aussi grande valeur. Donc, ça va prendre du temps avant de se... Ce n'est pas impossible, mais c'est le coût politique à payer pour sortir de l'euro, recommencer à zéro. Ce n'est pas évident. Puis, les Allemands ont peur. Certains disent qu'on devait dévaluer l'euro un peu, on devait... Mais c'est parce que l'Allemagne a une économie assez forte. Les compagnies allemandes exportent un peu partout. Peu importe la valeur de l'euro, ici, combien de gens achètent Volkswagen, les voitures allemandes sont partout. Mercedes, ils savent qu'eux, ils vont vendre à cause de la qualité de leurs produits. Donc, pour eux, d'évaluer l'euro ne leur apporte pas grand-chose. Au contraire. Au contraire, ils vont se faire concurrencer par les petits pays autour qui n'ont pas un produit beaucoup plus compétitif comparé à ce qu'eux produisent. Eux, ils ont des produits de luxe recherchés un peu partout dans le monde. Maintenant, ces produits vont être concurrencés par des Peugeot, par des voitures françaises, des voitures un peu partout. Alors pour eux, ce n'est pas dans leur intérêt également de voir l'euro baisser. Donc, tu vois que c'est tout un mélange où tu ne peux pas prendre un élément tout seul pour analyser la dynamique ou bien l'économie en Europe. Mais si ça continue, c'est l'extrême droite ou l'extrême gauche qui va toujours gagner. C'est ça. La preuve, c'est la France où c'est l'extrême droite qui est en avant dans les sondages. Mais si l'extrême droite gagne, je pense que... Ça va brasser dans la cabane. Ça va brasser. OK, revenons par chez nous. Déjà, les relations entre les États-Unis et Cuba, écoute, ça fait... on dirait que ça a toujours été là. Ça fait depuis les années 50 là, qu'il y a un gel des relations entre les États-Unis et Cuba. Et là, tout d'un coup, on décide de... J'ai bien aimé la phrase où il disait, ben, tu sais, une politique qui ne marche pas depuis 50 ans, c'est peut-être le temps qu'on la change. Là. Ben, ça prend un président courageux. Oui, c'est ça. Mais est-ce que Barack Obama va être capable, vu qu'il y a une opposition républicaine dans les deux chambres, et qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne aux Américains d'ouvrir finalement le dialogue avec Cuba? Ben, il y a une forte communauté cubaine aux États-Unis. Oui. Puis tout le monde sait que cette relation, la guerre froide, on appelle de guerre froide. Oui. Cuba, c'est le garçon, entre guillemets, qui voulait défier son père ou bien qui voulait défier son grand frère. Puis les Américains ont voulu montrer une leçon Au petit frère. Au petit frère. Prenons, faisons. Mais il y avait beaucoup d'investissements américains à Cuba. Donc, les intérêts, les Américains voulaient au départ que Castro rembourse tout ce qu'il a réquisitionné. Parce que les Américains ont investi à Cuba. Avec la révolution, il a dit, je ne vous rembourse rien, absolument rien. Vous nous aviez assez volé comme ça, on garde. Donc, certaines familles attendent toujours que l'État cubain les rembourse. Ah oui. Mais lui dit non, il n'y en a pas question. Donc, ce problème reste encore. Donc, c'est des groupes de pression qui tournent autour de la Maison-Blanche, qui tournent autour des politiciens qui veulent toujours que la pression continue. Mais à un moment donné, tu dis, bon, il faut passer à d'autres choses. Il faut passer à autre chose. Mais ça prend du courage. Sous quelle forme ça va prendre, on ne le sait pas. Mais il y a beaucoup de Cubains à l'extérieur. Je pense que c'est ceux qui sont à l'extérieur qui vont plus profiter. Parce qu'ils ont des fortunes. Ils vont retourner chez eux. Ils vont retourner chez eux. Ils ont des fortunes. Puis, si ce n'est pas planifié, je
je pense que ceux qui sont restés à l'intérieur seront victimes de cette ouverture. Ouais. Parce qu'ils sont restés à l'intérieur pauvres. Ceux qui ont réussi à sortir sont des multimillionnaires. Ils vont revenir, puis ils vont acheter tout le pays comme de petits pains. Donc, le défi maintenant, ce n'est pas le rapprochement, mais à quel rythme. Ouais, comment on va réussir à faire ça pour pas que ça débalance totalement l'économie? Puis... Ben, c'est ça. Je pense que ce qui m'inquiète, c'est plus ce défi. J'ai même écouté sur les nouvelles hier que la compagnie Netflix est déjà implantée à Cuba. Comment ça... Écoute, quand le salaire des gens moyens, c'est l'équivalent à peu près de 9-10 $, puis l'abonnement de Netflix est de 7 $. Oui, c'est ça. Alors, ceux qui vont être capables de payer, c'est ceux qui ont des familles à l'extérieur qui leur envoient de l'argent. Donc, c'est de trouver une façon d'avancer graduellement sans créer une explosion sur le plan économique parce que... Oui, puis sinon, l'économie du pays va s'effondrer. Oh, écoute, c'est les plus riches qui vont tout acheter. Ouais. Puis ils risquent même, quand l'argent rentre également dans la politique, ça risque également de déstabiliser le pays. On a vu ça à la chute de l'URSS, je reviens à ça, là, quand l'URSS est tombée, il y a beaucoup d'investisseurs qui allaient investir en Europe de l'Est parce que ça ne coûtait rien. Puis à un moment donné, les pays eux-mêmes ont passé des lois pour protéger les terrains, etc. Parce que sinon... Non, tu fais une bonne comparaison. C'est toujours prendre le cas de l'URSS, comment ça s'est passé. Donc ça a pris, avec Boris Yeltsin, ça a pris combien? Ça a pris 10 à 15 ans avant que Poutine ne monte au pouvoir, puis que Poutine arrive maintenant à imposer par la force beaucoup de choses. Ouais. Puis il a fait quoi? Il a renvoyé tous les oligarques qui ont volé le pays. Pour lui, c'est des gens qui ont volé le pays, qui ont profité de la faiblesse du pays pour tout acheter. Bon, donc c'est la guerre qu'il a fait. À l'extérieur, c'est impopulaire, mais à l'intérieur, les gens l'aiment pour ça. Ouais. Parce qu'il a comme balayé la maison. Ouais, il a fait le ménage. Il a fait le ménage. Donc, ça, c'était une image qui met toujours de l'avant. Donc, faut être prudent au niveau de Cuba pour que ça ne se reproduise pas également dans la... Mais comme l'être humain est pas très bon pour apprendre de son passé, on risque de créer d'autres problèmes. Ben, quand ils ont des sous, tu as de l'argent, tu fais quoi? Tu veux investir tout de suite. Puis c'est fini. Revenons à Angela Merkel et à l'Ukraine, donc à l'ex-URSS. En ce moment, Angela Merkel fait un peu le tour de ses alliés. Donc, elle était aux États-Unis. Bon, avec François Hollande, elle est rencontrée Poroshenko en Ukraine, après ça, Poutine à Moscou, les États-Unis, le Canada. On veut réussir à régler le conflit de manière diplomatique. Pourquoi est-ce que Mme Merkel prend ça sur ses épaules? Qu'est-ce qu'elle a gagné, elle, là-dedans? L'Allemagne a beaucoup à gagner. Économiquement, l'Allemagne, c'est la première puissance en Europe en ce moment. Puis, elle est consciente très bien que si la guerre déclenche, elle sera au front, elle sera en première ligne. Oui, clairement. Puis, présentement, elle sait très bien que l'Europe n'est pas prête pour une guerre. Mais de l'autre côté, il faut être réaliste. L'URSS, ou bien la Russie de Poutine, est prête pour une guerre. Oh, oui, en tout cas, s'il y avait une guerre, ça prendrait moins d'une semaine pour que l'armée russe se rende à Kiev. Un peu comme on a vu quand les États-Unis sont rentrés en Irak. Bon, donc, on sait très bien que s'il y a une guerre, ils vont rentrer tout de suite. Mais s'ils rentrent, la guerre, quand ça commence, on le sait, mais comment ça va finir, on ne prévoit jamais comment on va sortir de l'escalade. Puis d'escalade en escalade, alors, Merkel, pour elle, c'est comme, donnons encore un peu le temps à la paix. Oui, c'est triste qu'il y a des victimes civiles en ce moment. Puis, pour eux, c'est moins de mal si on laissait une guerre éclater au cœur de l'Europe en ce moment. Parce que économiquement, toute l'Europe est à genoux. Les Amériques, Obama, c'est un diplomate très, très, très prudent. Il avance de 2 pas, il recule de 2 pas. Il avance de façon prudente. Donc, elle est consciente que ce n'est pas les Américains qui viendront faire la guerre. Non. Mais c'est les pays européens. Qui vont la subir. Les États-Unis vont peut-être armer l'armée ukrainienne, mais sans plus. Là. Le Canada également fait partie de la coalition avec les États-Unis. M. Harper également appuie les Ukrainiens.
parce qu'on a une forte communauté ukrainienne Ben oui, on a ici. la plus grosse diaspora hors Ukraine est au Canada. C'est 1 million d'électeurs pour M. Harper. Donc, on fait partie des pays qui veulent armer l'armée ukrainienne. Mais là, si on arme l'armée ukrainienne, Merkel a peur que Poutine ne voit ce geste-là comme, c'est comme le drapeau rouge qui lance La guerre. puis que Poutine décide d'entrer en Ukraine. Parce que là, les séparatistes pro-russes qui sont en Ukraine sont en train de gagner du terrain parce qu'eux sont armés puis équipés par les Russes. Hein. Pourquoi ils gagnent du terrain? Parce qu'avant, il y avait un semblant de paix. Puis, la rencontre d'aujourd'hui, il y a une rencontre à Minsk. Alors, les séparatistes voient que la date approche. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déclenché les hostilités. Pour que si on arrête la guerre, qu'il ait gagné le plus de terrain. Ils veulent gagner du terrain avant d'aller sur le terrain. Ah ouais. Donc, de part et d'autre, on a des diplomates qui veulent la paix. Puis, on a des extrémistes de part et d'autre également. Alors, les Ukrainiens, il y en a qui disent non, il faut sortir. C'est les Russes qui viennent combattre, il faut les repousser. Mais certains disent c'est le même peuple qui se tire à travers des mercenaires, à travers des gens interposés. Arrêtez la guerre. Non, c'est un langage de fou. Puis Mme Merkel, pour être, ça je vais encore retourner sur son passé, elle a fait l'Allemagne de l'Est, dans une ville où c'est Poutine, qui travaille pour le KGB, a fait sa vie en Allemagne. Donc Poutine parle couramment allemand. Et Mme Merkel parle couramment russe également. Donc, elle connaît à peu près la mentalité, pas des Russes, mais la façon d'agir, elle sait ce qui va se passer. Parce que l'Allemagne de l'Est, à l'époque, agissait comme les Russes. Donc, c'est les pays de l'Est. Elle sait ce qui va se passer. Donc, elle évite que ça éclate. Mais est-ce qu'elle aura la chance de désamorcer la crise? On est allé beaucoup trop loin. Oui, je pense que oui. On est allé beaucoup trop loin. Écoute, économiquement, il y a les sanctions contre la Russie. Donc, la Russie va vouloir qu'on enlève les sanctions. Mais ces sanctions-là ne sont pas tellement lourdes. Oh, c'est lourd. Le rouble a chuté complètement. Oui, mais ça, c'est aussi à cause de la chute du pétrole. Mais pour les Russes, ça fait partie des manigances des Occidentaux pour les mettre à genoux. Donc, le rouble n'a plus de valeur. Écoute, on veut ruiner la Russie économiquement. Puis, certains disent, économiquement, ils sont en train de perdre. Poussons-les à la guerre. Oui, ils vont peut-être gagner, mais ça va peut-être durer 3 à 6 mois. Parce que financièrement, ils ne seront pas capables de maintenir. Financièrement, ils ne sont pas capables. Puis, ils disent, mais là, s'ils ne sont pas capables financièrement, est-ce que par orgueil, alors, le point d'interrogation qui fait peur à beaucoup de gens, par orgueil, à ce monsieur-là, Poutine, s'il décide, par orgueil, de sortir l'arme atomique ou bien quelque chose de plus fort, on fera quoi en ce moment? Oui, c'est ça. C'est que, on n'est pas dans sa tête. Là, puis on n'est pas dans sa tête. Donc, si on l'accule, il perd la guerre, il perd ou bien il se rend compte que finalement, l'épreuve de force ne marche plus. Jusqu'où il est capable d'aller? Il n'y a personne qui le sait. Et c'est ça qui fait peur. Et les gens, certains sont prudents. Oui, on veut aller à la guerre, mais si vous allez à la guerre, puis vous le battez, est-ce que vous pensez qu'il va laisser le port qu'il a pris au niveau de la Crimée? Est-ce que vous pensez qu'il va faire demi-tour? Il est allé trop loin. Donc, trouvons un terrain d'entente pour que personne, entre guillemets, ne se... la face... ne perde la face. Que personne ne perde la face. Ouais. Trouvons une façon que personne ne perde la face. Mais le nouveau président également, qui est élu en Ukraine, il est élu sur la promesse de gagner la guerre également. Oui, c'est ça. Oui. Lui, sa tête est sur le bio aussi. Là. Lui aussi, politiquement, quand ça ne marche pas, ça c'est la stratégie des Russes en arrière. Donc, il ne veut pas rentrer, mais il veut créer une zone. Parce que militairement, ils sont incapables de gagner, les Ukrainiens. Ils sont incapables de gagner. Mais ils veulent faire quoi? En continuant à créer la tension, à un moment donné, la population sera tellement dégoûtée que peut-être que ça va créer la chute du nouveau président. Puis lui aussi le voit très bien. Oui. Que si ça a perdu, c'est son fauteuil qui sera en jeu plus tard. Alors c'est également tout un mélange. Puis tout le monde se regarde. On va s'en sortir comment?
Bon, aujourd'hui, peut-être d'ici 18 heures, on va le savoir. Mais les diplomates sont sur le terrain depuis je pense, 2-3 jours. Puis ça négocie fort. Ouais. Mais ils ne nous diront jamais c'est quoi l'intérêt des uns des autres. Mais c'est que les sanctions économiques, les Russes mettront en avant les sanctions économiques. Il faut qu'on enlève les sanctions économiques. Puis qu'on trouve, qu'on crée un État peut-être fédéral au niveau de l'Ukraine pour satisfaire les séparatistes. Mais est-ce que le nouveau président va accepter? Je sais pas. C'est tendu. Hey, je quitte un peu la scène internationale, puis je nous ramène dans la région. Ça fait longtemps qu'on parle de ce qui se passe dans le monde, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais on va revenir en fait à la région, si ça ne te dérange pas. On va partir du Nigeria et de la Russie et de Cuba. On va est revenir loin, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Non, c'est vraiment fascinant. Mais on se doit aussi de parler un peu de l'actualité régionale. Oui. Annonce hier, en fait, 450 millions pour les travaux sylvicoles au Québec, particulièrement, c'est annoncé d'ailleurs à Dolbeau-Mistassini, dans le coin ici. Pourquoi c'est important, cet argent-là, autant, puis on parle d'austérité, puis on coupe partout, puis là, à gauche, on dit, hey, finalement, on va réinvestir 450 millions-là. Ben, c'est un bon coup politique pour le Premier ministre. Maintenant qu'il a été créé, ben, tout le monde est en train de le décrire un peu partout au niveau de la création des emplois. Qu'est-ce qu'il en fait? C'est quoi les preuves? La relance économique. Alors, en faisant cette annonce, c'est qu'on donne un nouveau souffle à l'économie régionale. Ceux qui travaillent en forêt vont beaucoup plus planifier l'exploitation, parce que ce que les gens ont comme problème, c'est qu'il faut tout le temps négocier année par année. Maintenant, 450 millions, je pense que c'est sur 2-3 ans. Sur 2 ans? Sur 2 en ans. fait, c'est pas un peu une annonce bidon dans le sens où c'est ce qu'ils ont à chaque année. C'est juste qu'on le garantit pour 2 ans. Pour 2 ans. C'est une façon d'essayer. Écoute, c'est un bon coup politique. Essayer de gagner un peu au niveau de la popularité parce qu'en ce moment, ça va très mal pour le gouvernement libéral, surtout pour les régions. Les régions éloignées, là, on se dit, ils vont nous abandonner ou bien quoi? Ben, écoute, en tout cas, je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé avec les zones dévitalisées, là, mais en tout cas, c'est intense. Donc, à date, tout ce qui sort comme annonce va à l'encontre des régions éloignées. Alors, M. Couillard commence par faire peut-être un geste, un pas vers les régions pour dire que non, je ne vous ai pas abandonné. Je suis à l'écoute de vos problèmes. En plus, on a un Premier ministre qui est élu en région, qui reste en région, qui connaît très bien. Il nous a promis d'être le Premier ministre des régions. Bon, alors, attendez encore peut-être 1 an ou 2, là, quand il va rester 2 ans pour les élections. Là, on aura les bonbons. Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Toutes les partis politiques fonctionnent pareil. Dans la même lignée, hier, occupation du bureau de Serge Simard par rapport à... Bon, on va y revenir tantôt, là, mais si on a le temps, mais on sait qu'on a adopté la loi 10 sous le bâillon, et puis là, les centrales syndicales, la CSN en tête, a décidé de prendre d'assaut le bureau Serge Simard pour dénoncer ça, en fait, parce qu'on dit qu'on va perdre une expertise, qu'on va passer, mettons, 2 à 3 ans à restructurer le système de santé, puis pendant ce temps-là, ben, c'est pas les usagers qui vont en profiter. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas tort là-dessus. Je ne sais pas si tu as cette impression-là. Moi, j'ai l'impression depuis que je suis depuis que je suis tout petit, là, qu'à tous les 5 ans, on a une nouvelle réforme en santé, que ça prend 3-4 ans à mettre en place, puis après ça, ben, on s'aperçoit que ça ne marche pas, fait qu'on en fait une nouvelle. Là. Moi, la réforme en tant que telle, je n'ose pas y aller. Parce que je me dis, c'est ceux qui travaillent en santé qui sont capables de comparer. C'est eux qui ont l'expertise pour bien analyser. Bon. Mais l'occupation, c'est une façon de manifester la désapprobation. Puis la population, en ce moment, les gens n'embarquent pas beaucoup. Hein. C'est comme si on est un peu amorphe par rapport au changement. On sait, oui, il y aura des changements, mais on a de la misère. On est comme résigné. On est un peu résigné. Puis, on ne sait jamais, peut-être printemps, quand on va arriver... quand la vie va dégeler. Oui, quand ça va dégeler, peut-être qu'on va se réveiller. Mais le gouvernement également sait très bien que c'est le temps de profiter pour passer toutes les lois. Parce que le calendrier à l'Assemblée, ils sont en retard par rapport au calendrier. Il y a plusieurs lois qui doivent passer. Oui. Vu qu'il y a plusieurs lois qui doivent passer, il faut qu'ils respectent les délais également. Le temps des débats et puis... Alors maintenant... Mais surtout qu'ils sont majoritaires, là, ça va passer de toute façon. Mais il y a des règles parlementaires à respecter. Donc c'est pour ça qu'ils font tout pour passer, bâillon, parce qu'ils ne veulent pas perdre le temps.
les CLD, la CRE, tout ça démantelé, il faudrait que la loi passe. Ce n'est pas encore passé. Alors, ils veulent aller très vite, parce que s'ils ne vont pas très vite, ils n'auront pas le temps d'expérimenter ce qu'ils veulent mettre sur la table, puis, à l'approche des élections, sortir d'autres cadeaux. Oui, d'arriver à des résultats pour montrer que ça fonctionne. En fait, c'est ça. Donc, la crainte également pour le gouvernement, c'est de voir que les gens se manifestent pour que ça ralentisse leur rythme. Il ne veut pas que ça ralentisse le rythme. Puis moi, j'ai l'impression qu'ils sont pris en retard l'automne dernier parce qu'il y a des lois qui devaient passer depuis le mois d'octobre. Ouais. Donc, ils ont fait des annonces qui n'ont pas été concrétisées. Ce n'est pas passé à l'Assemblée. Donc, ils sont comme en retard. Maintenant, ils vont tout faire pour que... rattraper le temps perdu. Il faut rattraper le temps perdu. Là, on attend, tout le monde attend la loi, on attend les textes, on attend les règlements. Comment ça va se passer? Alors, d'où est-ce que la population va pouvoir se réveiller à temps pour ralentir? La population va se réveiller, tu sais. Bon, on a la télévision puis l'eau chaude dans la vie. Pourquoi on aurait besoin de manifester? C'est pas gentil, ça. Non, c'est pas gentil, mais je le pense sincèrement. On va voyager dans les pays, là, c'est ça. Je trouve que des fois, on s'abrutit, puis c'est plus facile de se fermer les yeux. Écoute, la belle preuve, c'est qu'en région, on ne veut pas embarquer dans le mouvement « touche pas ». Je trouve que c'est absurde. C'est certain qu'on va être plus fort si on est tout le monde ensemble. Puis on revendique les mêmes choses. On veut plus de pouvoir en région. On est des régionalistes. Je suis convaincu. Je comprends pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine part du premier ministre. Là, bon. Je sais pas. C'est ce que je pense. Là. Est-ce que j'ai raison? Je peux pas le dire. On attend. L'usine Louisiana Pacifique de Chambord, qui écoute, là, ça tergiverse depuis des années. Ça, je pense que c'est depuis 2002 que c'est fermé. Oui, c'est fermé. Et là, est-ce qu'on va arriver avec un autre éléphant blanc à Chambord? Parce qu'il y a déjà eu l'usine Agropur qui est là puis qui est morte un peu là. Et là, enfin, le premier ministre, ça, je suis d'accord avec lui, là, un peu mettre ses culottes de dire, là, faites quelque chose rapidement, sinon on va donner votre CAF à quelqu'un d'autre. Ben, je pense que eux également, c'est au niveau de la concurrence. Parce qu'il y avait une offre sur la table pour acheter l'usine, puis il ne veut pas vendre l'usine. Ah ouais. Donc, c'est comme au-delà des besoins de la population, en arrière se joue une affaire de concurrence. Non, si je le vends, il viendra me concurrencer sur tel marché. Donc, je ne veux pas avoir de concurrents en arrière de moi. Donc, je pense qu'il y a ce jeu qui se joue en arrière. Puis, nous, en région, on est victime de ce jeu-là des hommes d'affaires qui voient qu'en vendant l'usine, je pense qu'ils vont se faire concurrencer par... Ils ne veulent pas le vendre à n'importe qui, mais pas un concurrent. Bon, Sauf qu'à un moment donné, c'est la population qui est prise en otage. C'est des gens qui ne travaillent pas, c'est toute l'économie régionale. Mais politiquement, est-ce qu'on a le pouvoir de les obliger? Est-ce qu'on a le pouvoir de les contraindre? Je ne sais pas. Bien, si au niveau de l'attribution de la CAF, si on le dit, parce que ça, c'est notre droit. Là, la ressource, elle nous appartient comme Québécois. Là, le gouvernement peut faire quelque chose. On ne peut pas les obliger à vendre. On peut leur dire on vous retire la ressource naturelle. Donc, c'est là où ils sont en train de tout faire pour gagner du temps. Parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'ils voient que OK, les gens sortent, ils donnent des délais ou bien ils font une annonce pour bidon. Une annonce bidon pour nous endormir, pour traîner encore... mais c'est triste de voir que la région est comme abandonnée à la merci de ces compagnies qui font de n'importe quoi. Hein? Ils font n'importe quoi. Mais ils ne pensent pas aux populations, ils pensent juste à leur... Ce que je trouve triste, moi, c'est que le profit, là, il est privé, mais quand il y a des déficits, là, ça devient public, puis là, on veut que le gouvernement nous aide. C'est les actionnaires qui gagnent. Donc ça... C'est jamais la population, pourtant les ressources, ça nous appartient à nous autres. On n'est plus au piège. Oui, partout. Vraiment. Hey, toi, penses-tu qu'un conseiller en communication pour Dolbeau-Mistassini, c'est une bonne idée? Ah, ça, c'est un terrain glissant pour moi, ça. Est-ce que je peux me prononcer là-dessus? Je sais pas. Ben, quand j'avais fait... là, on ne fait pas de la politique. Non. Mais quand j'avais fait campagne comme conseiller, moi, je l'avais également suggéré que ça nous prenait un conseiller en communication pour Dolbeau-Mistassini. On en a besoin. Je ne sais pas si qu'est-ce qui justifie ça au niveau de l'hôtel de ville? Là, je ne peux pas aller parce que je ne connais pas très, très bien le dossier. Mais je crois que oui, pour ma part, je pense qu'on a besoin d'un conseiller en communication pour la ville de Dolbeau-Mistassini.
Ben, moi, je suis de cet avis-là aussi. Oui. Mais en tout cas, Oui, regardez, oui, moi, oui, c'est l'appel d'offres là, que je trouvais qui était un peu cher là, de la manière que ça fonctionnait, mais en même temps, là, je ne connais pas tous les tenants et Non, aboutissants. oui. Donc, Mais on en a besoin, puis c'est justifié. On est une grande ville. Au niveau de la communication, tout se joue au niveau de la communication maintenant. oui. Maintenant, c'est la communication, les outils. Écoute, on n'en avait pas, mais on a grandi. Hein? On est maintenant une grande ville. Oui. Puis ça prend au niveau de la communication, du marketing, on a besoin de visibilité. Puis probablement que la personne qui va être embauchée va faciliter la tâche, va aider les élus à être beaucoup plus visible sur la scène nationale. On en a besoin. Oui, je suis d'accord. Allez, triste nouvelle, la violence familiale, la ville de Saguenay est deuxième au Canada. C'est la surprise. Hein? Et oui, et même chez les jeunes enfants, on se retrouve premier au Canada. C'est la surprise. C'est la surprise, mais j'écoutais l'analyse, une analyse ce matin, et il disait, oui, on a peut-être, mais peut-être qu'on dénonce plus parce qu'on est plus sensibilisé à ça. Ce qui est un autre, je ne sais pas si tu comprends. Je comprends très bien. De dire, OK, oui, on en a plus, mais nous, c'est parce qu'on est conscient de ça, puis on va peut-être plus le dénoncer rapidement. C'est pour ça que c'est peut-être une bonne statistique, finalement. Là. Mais il reste que c'est triste, là. C'est triste, mais c'est de voir encore, est-ce qu'au niveau de la sensibilisation, est-ce qu'on a des ressources à Ville-Saguenay ou bien dans la région pour sensibiliser les familles? Est-ce qu'on a les outils comparés aux autres villes qui travaillent au niveau de la sensibilisation? Moi, c'est là où moi je verrais plus les autres villes, qu'est-ce qu'ils ont comme moyens? Les organismes communautaires qui travaillent en ce sens, qu'est-ce que nous avons ici pour sensibiliser? Est-ce qu'on en a assez ou bien on en a moins? Qui fait que ça ressort beaucoup. Parce que si on travaille beaucoup au niveau de la sensibilisation, il y a des choses qu'on verrait moins. Peut-être que on n'en fait pas assez au niveau de la sensibilisation. Oui, de la prévention. La prévention, c'est la prévention. Est-ce qu'on en fait? Donc, moi, je dirais par comparaison, les chiffres. Pas juste les chiffres, mais qu'on compare aussi les services qui sont offerts. Les services qui sont offerts. Qu'est-ce qu'on en a en région? Ou bien, Saguenay, c'est une grande ville. Hein? Oui, mais on parlait aussi de la réalité économique qui était difficile, qui c'était peut-être une des causes, en fait, là, la pauvreté. Bon, je vais me hasarder un tout petit peu. Hein, mouille-toi. Ville Saguenay, c'est une grande ville. Quasiment 135 000, 160 000 habitants. Écoute, les gens de l'intérieur pensent qu'on est encore la petite ville. Non. De l'extérieur, il faut que j'ajuste vraiment ce que je vais dire. Hein. C'est correct. Prends ton temps. Oh oui. Bon, alors on gère serré au niveau de la ville. Et on dit, oh, écoute, on est en région, on n'a pas besoin de tel service, on n'a pas besoin de cette... On veut le faire à notre façon. Oui. Donc, il y a toujours ce langage qu'on tient toujours, on va le faire à notre façon. Très autonomiste. Très autonomiste. Mais on n'est plus là. C'est que on est devenu une grande ville. On n'est plus là en disant, on va le faire à notre façon. Non. Sortez de là, puis allez chercher ailleurs. Qu'est-ce qui se fait? C'est quoi l'expertise que les autres ont développée? C'est quoi l'expertise que les autres ont développée, les autres villes ont développé? Au lieu de tout le temps dire, on va le faire à notre façon. Non, on ne va plus le faire à notre façon. Il faut aller chercher les ressources nécessaires pour le mettre au service de la population. Parce que la population, écoute, il y a de plus en plus de monde. Il y a des jeunes familles qui ont besoin de services, qui ont besoin de ressources. Il faut répondre à ce besoin. Au lieu de penser dans notre tête que on l'a toujours fait à notre façon. On n'est plus là. Peut-être que c'est ça également qui fait que maintenant, ça ressort de plus en plus. Ouais. Puis on ne fait pas attention à, écoutez, il faut changer les façons de gérer les services maintenant. Il faut donner plus de services, point. OK, j'aime ça. On va aller, on n'aura pas le temps de passer tous les sujets, mais quand même, on va passer à travers une couple de sujets. J'aimerais qu'on parle, élection fédérale. Oui. Deux choses. Bon, Eve Adams, qui était une députée conservatrice qui est passée chez les libéraux, puis en même temps, on a un remaniement ministériel à Ottawa avec Nicholson qui se ramasse aux affaires étrangères et qui ne parle pas français, ça fait un peu un drame. T'as John Bear qui est parti. Est-ce que le bateau est en train de couler un peu du côté des conservateurs? Parce que le bateau ne coule pas encore, okay. Mais la chicane. Il y a la chicane à l'interne. Il y a la chicane, il y a beaucoup de chicane à l'interne parce que Eve Adams, c'est la blonde à Dimitri Soudas. Bon, donc, écoute, le directeur du parti, sa blonde, qui quitte le parti, qui va dans un autre parti, je ne peux pas dire du jamais vu, mais c'est... C'est rock'n'roll. Ben écoute,
quelqu'un qui est proche du Premier ministre, très très proche du Premier ministre, puis finalement, c'est la brouille totale. Chaque Sablon décide de changer de bannière, guillemets, change de parti politique, s'en va avec les libéraux. Ce qu'on a appris, c'est que le Parti conservateur, il avait dit qu'il ne voulait plus qu'elle se représente aux prochaines élections. C'est vraiment la grosse chicane parce que moi, je crois qu'à leur niveau, là, au stade où les deux sont là, ils étaient capables de s'entendre sur quelque chose. Quelqu'un qui a été directeur du parti, qui a été lieutenant pour M. Harper pour le Québec, écoute, il a quand même fait pour le parti. Hein. Donc, c'est des gens qui sont proches. Puis des proches qui n'arrivent pas à s'entendre, ça veut dire que ça va très mal. Écoute, si ça va très mal, comment ça va sortir dans le public, ou bien bientôt, quand les élections vont arriver, comment ça va sortir, on ne sait pas encore. Est-ce que tu t'associes le départ de John Bear aussi à ça ou c'est autre chose? Lui aussi, c'est comme si c'est nébuleux. Hein? Très, très nébuleux. Hein? Puis il n'y a personne qui en parle. Puis on sait très bien qu'ils sont champions dans le mutisme, c'est ça? Oui. On ne sait jamais ce qui se passe, mais je crois qu'à l'intérieur, il y a des contestations ou bien des mécontentements par rapport à la façon dont M. Harper gère. Ça sent la fin de règne ou... Ben, écoute, c'est l'usure du pouvoir. Oui. C'est ça qui fait. Quand tu es trop longtemps sur la même chaise, à un moment donné, tu penses que tu as toujours raison. Puis tu acceptes moins les critiques. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui fait qu'il est moins ouvert aux critiques. Alors, il ne se rend pas compte qu'il fait mal dans son entourage. Puis les gens, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui vont quitter le bateau. Oui, mais il y a quand même une bonne base conservatrice au Canada. Là. Ben, ils ont encore des chances de remporter, en fait, les prochaines élections. Ils ont encore des chances. Ils ont encore des chances, à moins qu'il y ait encore, disons, un événement malheureux qui se produit, puis que ça entache le Premier ministre, puis qu'on dise, hop, finalement, écoute, ils vont partir. Mais pour le moment, ils ont une très bonne base. Qu'est-ce que tu penses que, mettons, on va en reparler de toute façon là, des élections, mais que le vote de protestation contre les conservateurs peut se séparer entre le NPD et les libéraux, ce qui fait que ça pourrait laisser encore les conservateurs reprendre le pouvoir? Bien, pour le moment, c'est le chef libéral qui n'arrive pas à se démarquer. Il est comme pris dans un étau entre les deux autres partis. Écoute, les jeunes, il y a une partie des jeunes qui veulent le suivre, OK? Mais quand il y a des événements majeurs, les crises un peu à l'extérieur du pays, on veut voir un chef qui prend parole, qui prend position clairement. Donc, M. Trudeau, on a de la misère à... C'est quoi ta position? Manque de contenu. Ben, oui. Ou mauvaise manière de s'exprimer. Ben, j'ai l'impression qu'il vend plus son nom plus que ses idées. Ouais. Donc, le nom est très vendeur, ça c'est vrai. Oui, on est déçu par rapport aux conservateurs, puis on va vers les libéraux, mais eux, concrètement, ils mettent quoi sur la table? À date, écoute, on sait très bien que les conservateurs, quand ils sont au pouvoir, quand ils disent quelque chose, ils le font. Oh oui, ça, là-dessus, au moins, ils ne sont pas menteurs. Quand ils veulent quelque chose, quand ils disent quelque chose, ils vont le réaliser. Mais M. Trudeau, qu'est-ce que ça va donner? On le suit. On veut qu'il se démarque plus. On veut qu'il sorte quand on est sur le ring, dans les cordes, là, on dirait qu'il est coincé dans les cordes. Oui, c'est ça. Il est comme pris entre les deux autres partis. Puis son opinion est comme timorée à travers... c'est pas rassurant. Non. Donc, M. Harper, écoute, peut-être qu'il va payer des plumes, mais il va encore rentrer si ça continue. Oui, c'est ça. Il va falloir à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui se lève puis qu'on soit capable Oui, il faut qu'il soit bousculé un tout petit peu. Oui. Hey, merci Raphaël, c'est déjà terminé. Écoute, on a parlé, ça va vite, hein? Nous autres, on fonctionne, on a plein de choses. Et je vous lance mon éternelle question. Ben, premièrement, je vous remercie Raphaël d'avoir été des nôtres. On se revoit bientôt pour que tu nous éclaires encore de ta lanterne de sagesse. La sagesse. Ah, la sagesse. OK. Et vous, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Et je vous lance ma question habituelle. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de nos opinions, de nos sujets, de notre analyse? Écrivez-nous, vous pouvez nous écrire directement à tvldm9@videotron.ca ou allez sur facebook.com, tvldm9, allez aimer notre page. Puis ça, vous allez avoir toutes nos émissions en direct sur votre Facebook. Vous allez pouvoir nous écouter, donner vos commentaires. Si vous voulez venir en studio, discuter, apporter d'autres sujets, vous êtes les bienvenus. Là-dessus, merci, passez une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Qu'en pensez-vous? Merci. Au revoir.
Les luminaires ont évolué. Optez pour les nouveaux luminaires homologués Energy Star. Ils consomment jusqu'à 75% moins d'énergie. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Vous habitez en forêt ou à proximité? Certaines précautions peuvent être prises pour diminuer les risques reliés au passage d'un incendie de forêt. Tout d'abord, nettoyez vos gouttières des branches et feuilles mortes qui pourraient s'y retrouver. Également, coupez les branches des arbres qui surplombent votre toiture. Les dessous de galeries sont souvent des endroits propices pour l'accumulation d'objets et de feuilles mortes. Assurez-vous que cet endroit est dégagé de toute matière inflammable. Si vous souhaitez brûler vos rebuts, utilisez un foyer par étincelle ou privilégiez le compostage. Ces petites actions peuvent faire la différence pour la protection de votre habitation et dans la diminution des risques de propagation d'un incendie de forêt. Dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts. Cet hiver, avant de prendre la route, composez le 511 ou consultez le québec511.gouv.qc.ca pour planifier vos déplacements. Prenez le volant en toute sécurité.